Des gourous qui manipulent leurs adeptes jusqu'à les inciter à mourir. Tous partis pour rejoindre, lors d'un funeste transit, une étoile nommée Sirius. C'est d'abord cela, le procès de l'ordre du Temple solaire, un macabre bilan, plusieurs dizaines de morts, tous victimes d'une secte au Canada, en Suisse et en France, mais aussi des questions encore et toujours, plus de 10 ans après les faits. En 2005, il y avait un juge d'instruction, Eric Alphen, qui fouillait les dossiers sur Chirac et les Hauts-de-Seine sur des histoires de HLM et de traficotages divers et variés, bon, comme on sait faire. Et ce juge Eric Alphen a fait l'objet d'une opération montée par Pasqua pour déstabiliser Balladur et permettre l'élection de Chirac en 95-2002. Et en 95, Pasqua s'est débrouillé pour envoyer un de ses potes qui s'appelait Didier Schuller, qui était député maire de Clichy, donc pas très loin d'ici, avec une valise de billets d'1 million de francs à l'époque, qui était destinée à arriver au psychiatre de la belle-mère d'Eric Alphen. Et ça s'est mal passé à Roissy, et Didier Schuller a été obligé de s'enfuir à Saint-Domingue. Eric Alphen a lancé un mandat d'arrêt international. 7 ans plus tard, 6 ans et demi, arrive 2002, je reçois un coup de téléphone de Marie Laforêt parce que j'avais écrit un texte concernant l'ordre du Temple solaire. L'ordre du Temple solaire, c'est des soi-disant suicides de gens qui se retrouvent avec 2 balles dans le crâne et qui se jettent en criant Alléluia dans un feu de bois, dans la neige, dans le Vercors. Ça, c'est une histoire qui date de 95 encore. J'avais écrit des choses sur l'ordre du Temple solaire et Marie Laforêt me téléphone en me disant « Je voudrais retrouver les coordonnées de Jean Vuarnet, skieur devenu opticien, habitant Genève, qui avait perdu donc sa femme et un de ses fils dans l'histoire du Vercors. » Je dis à Marie Laforêt, Jean Vuarnet, je ne suis pas en lien avec lui, mais je suis en lien avec Alain Vuarnet, qui fait un procès dans cette histoire. Je suis en lien avec son avocat. Bon, on discute un petit peu au téléphone, elle me rappelle quelques jours après, et elle me demande de venir la voir chez Madame Dussapin, Marie Laforêt, Madame Dussapin, sur l'étiquette de la sonnette, dans un appartement parisien, pas du Châtelet. Et puis là, je rencontre un gamin qui me dit, voilà, je m'appelle François, c'est moi qui vous ai repéré sur Internet avec les écrits sur l'OTS et tout. Et puis Marie Laforêt me raconte sa vie. Elle me raconte sa vie et le fait que son mari, dont elle était en train de divorcer, avait repassé la veille des massacres dans le Vercors, avait repassé sa toge, qui était une toge de l'ordre du Temple solaire, selon elle, 24-48 heures avant le massacre du Vercors. Puis elle me raconte d'autres histoires encore, tentatives de meurtres diverses et variées dont elle avait été victime. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gangsters internationaux de haut niveau adorent se marier avec des stars du monde télévision, médias, chansons, spectacles, parce que ça leur fait des couvertures. Ça leur fait des couvertures. Et un certain nombre de pauvres filles se font empapaouter comme ça. C'est pas la seule, Marie Laforêt. Mais c'est une femme qui a du caractère, qui avait du caractère, elle est décédée maintenant. Et quelques jours après, je me retrouve à boire un café avec le gamin de 20 ans à l'époque, qui s'appelait donc Antoine en réalité, qui me dit « Je m'appelle pas François, je m'appelle Antoine ». Et mon nom, c'est Schuller. Mon père est un gangster, Pasqua est un tueur. Il venait dîner chez moi quand j'avais 13 ans pour raconter le dernier crime qu'il venait de commanditer. Je veux que tu m'aides à les envoyer en prison. Et Antoine Schuller, avec moi, et Marie Laforêt au téléphone,
Elle était à Genève, nous à Paris. Nous avons monté une opération de com avec un journaliste qui s'était avéré plus tard parfaitement contrôlé par la DST, avec Bernard Nicolas chez Canal+. Et nous avons monté une opération de com qui s'est traduite par le simple fait que Antoine est arrivé à Canal en disant « Monsieur Eric Alphen, vous avez lancé un mandat d'arrêt international contre mon père. Tout le monde à Paris sait où il se trouve, sauf vous. Voici son adresse. » Bon, ça a été folklorique à ce moment-là, ça a été très folklorique. Ça a duré plusieurs semaines, il y a eu des gros titres dans les journaux. Eric Alphen, c'était un juge d'instruction. Hein. C'était un juge d'instruction. Et qui venait de démissionner parce qu'il en avait ras-le-bol du bordel ambiant qui l'empêchait de faire son job. Et d'enquêter sur les trafics divers et variés autour des budgets des HLM de la ville de Paris du temps de Chirac et de la ville de Clichy et, d'une façon plus générale, des Hauts-de-Seine. Si tu veux, la corruption des élites, c'est pas d'aujourd'hui. C'est multiséculaire, on va dire. Hein. Et sous la Ve République, c'est multidécennal. Et donc, du coup, le directeur de cabinet de Jospin, qui s'appelait Olivier Schrammeck, qu'on retrouve un peu plus tard au CSA, je ne sais pas où il est aujourd'hui, s'il est mort ou vivant, ou s'il est toujours dans la politique. Olivier Schrammeck, le directeur de cabinet de Jospin, qui était un ancien condisciple de Didier Schuller, parce qu'entre énarques, on se fout sur la gueule, mais on se fait pas de crasse quand même. D'accord ? Même si on est de bords politiques opposés, quand il y en a un qui est dans la merde, on lui file un coup de main. Donc Olivier Schrammeck, en bon directeur de cabinet de Jospin, a organisé le voyage en avion de Didier Schuller pour que ça se passe pas trop mal. Bon, il a quand même atterri directement à la prison de la Santé, enfin, avec un taxi entre les deux, mais il a atterri à la prison de la Santé. Donc il m'en a beaucoup voulu, le brave homme. Bon, il s'est pris quelques années de prison, un peu plus tard, un procès, quelques années de prison, parce que quand même, enfin, voilà, il y avait un minimum à faire. Bon, bref, moi, ça a fait partie de ma formation, tout ça. J'ai été aidé à l'époque par un flic franc-maçon. Parce que si tu veux, à un moment, ce dossier-là, il est très compliqué. Il y a à boire et à manger. Il y a Yves Boisset qui a fait un très bon film sur le sujet. Il y a plusieurs années de ça, hein, ça remonte à peut-être... Yves Boisset, il était venu me voir chez moi, à Boulogne. Ça devait être en 2005, un truc comme ça, tu vois, ça remonte à 20 ans. Yves Boisset a fait un film sur l'ordre du Temple solaire. Il m'avait interviewé pendant 2 heures. Et il n'a rien passé, parce que j'ai été censuré par... C'était France Antenne 2 et Canal à l'époque, je crois, qui finançaient ce projet. Le film est bien sorti. Il a quand même fait dire à un de mes amis, Michel Pivert de l'Ardèche, beaucoup de choses. Il a raconté beaucoup de choses. Si tu devais synthétiser ta théorie de ce suicide collectif, tu dirais quoi? Oh ben c'est simple, c'est une histoire de trafic d'armes et de blanchiment d'argent. Si tu veux, quand d'une façon ou d'une autre, des membres de l'État français facilitent des ventes d'armes à l'étranger, c'était des ventes de matériaux nucléaires de Russie destinés à l'Iran. Mais que les Américains n'appréciaient pas trop. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après 89, la chute du mur de Berlin, les Russes étaient fauchés, les généraux russes tout particulièrement, et ils avaient des stocks d'uranium. Et l'Iran, lui, voulait développer ses centrales nucléaires, avec l'aide de la France. La France qui a fourni le nucléaire à l'Iran, hein, faut pas rêver. C'est vieux tout ça, Eurodif et compagnie. Et à un moment, il y a eu une opération de montée pour transférer des matériaux nucléaires via le Québec qui s'avait retraité à destination de l'Iran, avec des rétrocommissions vers la France. Mais ça s'est mal passé, les Américains ont mis leur nez là-dedans, ils ont tout arrêté, mais manque de chance, les rétrocommissions avaient déjà été versées. Donc il a fallu dire aux Iraniens, écoutez, l'argent a disparu, c'est pas de notre faute, ils se sont suicidés. C'est con, hein.
À chaque fois qu'il y a des grosses ventes, il y a des rétrocommissions. C'est le principe. Parce que ces types-là, ils servent de VRP pour l'industrie de l'armement, de façon globale. Quand tu dis ces types-là, tu parles de qui dans l'affaire de... Les élites politiques. Et tout particulièrement tout ce qui tourne autour du ministère de l'Intérieur, où on a des scénarios institutionnels. Si à un moment, officiellement, certaines ventes d'armes sont interdites, et donc on fait des ventes semi-légales, qui sont quand même gérées par le ministère de l'Intérieur, contrôlées par le ministère de l'Intérieur, qui fait des ventes semi-légales. L'histoire de l'OTS, c'est un peu ça, c'était des ventes semi-légales. Mais il y a forcément de la rétrocommission qui remonte pour les hommes politiques français. C'est comme ça qu'ils vivent, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ça fait des décennies. Je veux dire, on a du mal à imaginer ça de l'extérieur parce que on croit que ce sont des gens censés être honnêtes, mais juste c'est une blague, quoi.